Savoir, bonjour et merci de l'attention particulière que vous voudrez bien nous accorder. Dans ce nouveau numéro, nous allons nous appesantir sur l'ouvrage intitulé 140 ans de la langue française en République démocratique du Congo. Le français sera-t-il la langue maternelle de la majorité des enfants à la fin du XXe siècle? Et pour en parler, j'ai fait appel à M. André Bekanda, qui en est l'auteur. M. André Bekanda, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci M. Bekanda, après avoir publié La banqueroute de la paix des enseignants, La gratuité, ainsi que la paix des enseignants, en ce mois de mai 2026, vous venez de publier un ouvrage percutant et choc intitulé 140 ans de la langue française en République démocratique du Congo. Le français sera-t-il la langue maternelle de la majorité des enfants à la fin du XXe siècle? M. Bekanda, la question que l'on peut se poser, c'est de savoir la motivation qui vous a animé pour mettre en circulation ces manuels choc. Merci. Je tiens décidément à vous remercier pour cette opportunité, à la fois séraphique, fortunée et pédagogique. J'ai bien appréhendé la question, Paul. C'est de savoir quelle est la motivation basique qui m'a poussé à brider la plume pour produire cet ouvrage. La réponse est honteusement simple. Il s'agit tout simplement d'un impératif lié à l'information, tel que les Congolais en général, les locuteurs de la langue française en particulier, doivent réaliser que la langue que nous sommes en train de manier, de manipuler, de revaloriser, de survaloriser, totalise 140 ans dans cet espace. Quand je parle de l'espace, évidemment, je vois la République démocratique du Congo actuellement. Et il y a quelques années, on parlait de l'Association internationale du Congo, de l'État indépendant du Congo, le Congo belge, Rwanda, Burundi, et à l'accession du pays à l'indépendance, la République du Congo. Donc je vois cet espace. 140 ans de la langue française. Jour pour jour. Jour pour jour. Et sur ces entrefaites, j'ai établi un constat apodictique tel que les enfants congolais de 2, 3, 4 ans s'expriment en français avant d'entamer les études primaires. Je parle de l'acquisition préscolaire du français. C'était chimérique à l'époque coloniale de voir les enfants congolais de 2-3 ans s'exprimer en français. C'était inconcevable, même à l'accession du pays à l'indépendance. Même pendant les premières décennies de notre pays à l'indépendance, c'était illusoire d'imaginer cela. Mais Paul, vous êtes journaliste, vous pouvez visiter quelques familles, même les familles ordinaires. Les petits de 2, 3, 4 ans marmonnent en français avant d'entamer les études primaires. Et ensuite, il y a eu ces constats tels que les Congolais instruits ont un attachement irrépressible, viscéral à la langue française. Les Congolais qui ont fait de bonnes études, un attachement déchirant vis-à-vis de la langue. Je comprends naturellement parce que le français est la langue d'enseignement, le français est la langue d'administration. Et tous ces Congolais qui ont fait des études entraînent leurs enfants dans l'univers francophone. Et enfin, dans 6 mois, il y aura les sommets de la francophonie. Tout à fait. Je l'ai dit dans mon ouvrage. Tout à fait, oui. Et la candidature de la République démocratique du Congo, portée par Mme Juliana, a beaucoup plus de chances de faire l'unanimité. On va en parler. Donc voilà un peu thématiquement les grandes lignes qui m'ont poussé à produire cet ouvrage. Directeur, vous convenez avec moi que l'acquisition préscolaire du français est devenue réalité en République démocratique du Congo.
Mais quel message adressez-vous au pouvoir public et aux parents congolais? C'est une question fondamentale. C'est une question pertinente. Dans la foulée de l'acquisition préscolaire du français, il y a un message adressé au pouvoir public. Il y a un message adressé aux parents d'élèves. Mais moi, je note que c'est une opportunité inénarrable. C'est un atout incommensurable. C'est un trésor pédagogiquement exploitable, pour ne pas dire réexploitable. Comme je le disais tantôt, le français est la langue d'enseignement. Mais si par bonheur, les enfants, avant d'entamer les études primaires, maîtrisent déjà cette langue, moi je pense que c'est une dimension fondamentale que le pouvoir public et même les parents doivent exploiter. Parce que, comme je l'ai dit, c'était inconcevable à l'époque coloniale et même à l'accession du pays à l'indépendance de voir les tout-petits s'exprimer en français. Et je vous l'ai dit, et je l'ai dit dans mon ouvrage, Paulin, c'est un fait nouveau, un fait ostensible, un fait ostentatoire dans notre pays de voir les enfants, les gamins, les gamines, appelés comme vous voulez, qui marmonnent le français avant d'entamer les études primaires. Mais c'est déjà un problème directeur. Parce que c'est vrai que prochainement, nous allons parler de programme scolaire, oui. Mais c'est pour déjà un problème. Parce que le programme scolaire lui-même stipule que, au degré élémentaire, les enseignements doivent se donner en langue nationale. Mais vous dites déjà que la plupart d'enfants actuellement, déjà au niveau de la maison, parlent déjà le français déjà, avant de faire leur premier pas à l'école. N'est-ce pas un problème? Effectivement, il y a un problème. Je ne parlerai pas de l'ambivalence ministérielle, mais je note que depuis les années 84, l'enseignement maternel connaît une ampleur irréfragable. Vous posez la question à n'importe quelle institutrice au niveau maternel, oui. Il vous dira que c'est le français qui prédomine. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est un enseignement qui a pris de l'ampleur. Tout à fait. Mais seulement, quand on attame l'école primaire, on nous dit que durant les 3 premières années, oui. L'enfant doit apprendre à langue nationale. Oui. Là, il y a un problème. Parce que je vois très mal comment un parent responsable peut accepter que durant les 3 années de l'enseignement maternel, l'enfant apprend français et lorsqu'il termine le cycle maternel, et il doit entamer l'école primaire à langue nationale. C'est un problème. C'est un couac. Et puis, à cela, on peut encore se poser la question. Est-ce que nos diplômés d'État sont-ils outillés, sont-ils préparés pour bien enseigner les langues nationales? Le lingala, le swahili, le kikongo ou le chiluba. Parce que je crains fort que les diplômés d'État, les humanités pédagogiques, ne puissent enseigner une langue nationale truffée, bourrée de mots français. Alors, pédagogiquement, c'est un problème qui mérite une attention, somme toute particulière. Directeur, la langue maternelle, finalement, c'est la langue des parents? La langue maternelle, empiriquement, on peut dire que c'est la langue des parents. Empiriquement, traditionnellement, on peut dire que c'est la langue des parents. Mais scientifiquement, la langue maternelle, c'est la première langue que la femme manipule après sa naissance. Pour les vous êtes congolais, vous pouvez résider au Cambodge, aux États-Unis, en France. Les langues parlées majoritairement dans ces pays deviennent les langues maternelles de vos enfants. Parce que les enfants qui sont nés au Cambodge, en France, aux États-Unis, vont, après leur naissance, manipuler les langues de ces pays. Et les langues de ces pays deviennent les langues maternelles de ces enfants. Donc, scientifiquement, la langue maternelle n'est ni la langue des parents,
ni la langue des grands-parents, mais la première langue que la femme manipule après sa naissance. Alors, directeur, vous convenez avec moi qu'il se pose un problème du contenu, un problème au niveau narratif, en fait. Oui. Il se pose un problème. Oui. Un problème du contenu, donc du concept de langue maternelle. Oui, malheureusement, c'est l'opinion largement répandue, telle que la langue maternelle est la langue des parents. Hein? On l'a dit il y a bien des siècles. Mais les études ont montré que la première langue que la femme manipule, c'est sa langue maternelle. Pour ne pas me répéter, tout à l'heure, je vois Paulin, par exemple, au Cambodge, je vois Paulin aux États-Unis. Les enfants qui naissent au Cambodge, aux États-Unis, vont parler premièrement la langue de ce pays. Et pour ces enfants-là, ce sont leurs langues maternelles. Ça ne sera pas la langue maternelle de Paulin, qui est congolais et qui vit à l'étranger. D'ailleurs, je pourrais vous donner un exemple. Jusqu'aux années 75, nous avions la première communauté étrangère d'origine africaine. Mais tous les enfants qui ont vu le jour en Belgique durant les années 70, 75, 80 avaient pour langue maternelle le français. Donc ça mérite une clarification telle que je viens de vous le dire. Alors, direct, pourquoi ces Congolais instruits s'attachent-ils à la langue française? Pourquoi les Congolais instruits s'attachent à la langue française? Mais d'abord parce que le français, c'est la langue d'enseignement. Le 14 mai 1886, on a décrété que le français soit la langue de l'enseignement. Imaginez-vous les différentes générations qui se sont succédées dans l'univers scolaire, universitaire, et qui avaient pour langue le français. Mais il va de soi que lorsqu'ils deviennent adultes, ils puissent également entraîner leurs enfants dans l'univers francophone, d'autant plus que leurs enfants, à l'instar d'eux-mêmes, apprennent également le français de la première année primaire jusqu'à l'université, jusqu'à la semestre universitaire, en passant par l'école secondaire. Et de génération en génération, évidemment, le français demeurant toujours la langue de l'enseignement, il est tout à fait normal que les anciens écoliers, les anciens élèves, les anciens étudiants, devenus adultes, devenus parents, puissent s'attacher à la langue d'enseignement. Et puis, à cela, il faut faire remarquer, c'est la langue d'ouverture, c'est la langue d'avenir. Qui vous dit que tous les enfants congolais qui étudient au Congo vont travailler au Congo? Il y a de ces enfants qui vont terminer les études ici et travailler dans les organisations internationales. Et vous ne pouvez pas travailler dans une organisation internationale si vous ne maîtrisez pas une des langues mondialement connues. Et à ce qui concerne les destins de nos Congolais, je pense que le français est une des langues mondialement connues qui nous permet d'évoluer même dans les institutions internationales. C'est ce qui légitime cet attachement à la langue française. Directeur, 140 ans, c'est amplement suffisant, c'est vraiment beaucoup. Alors, quels sont pratiquement bien donc l'héritage de ces langues-là, 140 ans après? Quels sont les avantages de la langue française en RDC 140 ans après? Les avantages, d'abord pour les tout petits et pour nous autres, hein, parce que, tenez, Paulin, toute la classe politique est dans la langue française. L'élite scientifique est dans la langue française. La quasi-totalité de l'administration publique est dans la langue française. Les banquiers, les artistes, vous les journalistes, tout le monde est dans la langue française. Donc c'est, je dirais, un des acquis de la colonisation congolaise, lequel acquis nous permet d'évoluer parfaitement, même à l'extérieur du pays. La langue d'enseignement, la langue d'administration, la langue de la recherche. C'est le destin de notre pays, tel que je vous ai dit,
à ce qui concerne la langue du colonisateur. Mais est-ce que vous trouvez, directeur, 140 ans après, cette langue continue à être une langue de prestige, une langue crédible, une langue vraiment qui est toujours à l'avant-garde? Non, il faut préciser une chose. À l'époque coloniale, le français était une langue de prestige, une langue d'intégration, une langue de promotion. On parlait même de la langue de l'instituteur. De nos jours, le français s'est popularisé. Le français a quasiment perdu le caractère d'une langue étrangère. Vous voyez, moi j'ai visité bien des familles où même les servantes s'expriment en français avec les enfants. Évidemment, vous n'allez pas demander à la servante de parler mieux français que polais, hein, parce que, au demeurant, le but fondamental de la langue, c'est la communication. Tout à fait. Donc, la popularisation de cette langue fait que aujourd'hui le français n'est plus à proprement parler une langue étrangère. Ce n'est plus une langue étrangère, comme à l'époque coloniale. Et maintenant, c'est... Comment faire pour garder le cap de cette langue en RDC? Bon, c'est la langue de l'enseignement, la langue de l'administration, la langue de la recherche. L'essentiel est que pour le pouvoir public, comme vous le disiez tantôt, de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'enseignants qualifiés pour les générations à venir. Parce que j'ai lu un rapport de la Banque mondiale. Le rapport date de 2010. Et il est dit dans ce rapport que 67% des enseignants de secondaire sont des diplômés d'État. Alors, si nous avons des diplômés d'État qui enseignent le français au niveau secondaire, c'est véritablement un problème. Donc, pour répondre rigoureusement à votre question, il faudrait que l'État prenne à bras le corps cette responsabilité pour faire en sorte qu'à tous les niveaux, maternelle, primaire, secondaire, que nous ayons des professeurs outillés, des professeurs du niveau acceptable. Directeur, en lisant votre ouvrage, vous établissez la différence entre la communauté franco-africaine et la francophonie. Oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y a une confusion. Les gens ont tendance à croire que la communauté franco-africaine s'est muée à la francophonie. Alors que ce sont deux concepts diamétralement différents. Là, nous sommes à la veille des indépendances. L'idée de la communauté franco-africaine a germé en Afrique. Lorsque les pays africains se préparaient à accéder à l'indépendance, c'est le poète majeur de la négritude, Léopold Sédar Senghor, qui a vu le général de Gaulle pour qu'on puisse créer un cadre pour défendre la culture et la langue française. Le président, l'ancien président Bourguiba, l'ancien président tunisien, Habib Bourguiba, a abondé dans le même sens. Donc, la communauté franco-africaine, c'était une entité fondamentalement politique. Ok. Alors que la francophonie, sous l'impulsion du président François Mitterrand, en 1986, est plutôt, je dirais, la quête d'un espace culturel et la recherche d'un moyen pour accroître la compréhension et la solidarité entre les peuples. Donc, il n'y a pas un sentiment d'allégeance. Il n'y a aucun traité. Donc, vous avez d'un côté une institution fondamentalement politique et vous avez de l'autre côté une institution où on met en avant la culture pour promouvoir la culture et la solidarité entre les peuples. Donc, la communauté franco-africaine était une communauté fondamentalement politique, alors que la francophonie n'a rien à voir avec la politique. Mais cette dimension culturelle est suffisamment propulsée, cette dimension culturelle est suffisamment mise à la place publique? Oui, bon, depuis 1986, la francophonie fait du chemin. Et vous allez vous rendre compte qu'à la différence
de la communauté franco-africaine, la francophonie concerne tous les États du monde, du moins intéressés par cette vision, par cette vocation de la francophonie. Au mois de novembre, je vais dire, les chefs d'État, membres des pays francophones, vont se retrouver au Cambodge. Alors que la communauté franco-africaine s'est limitée seulement au duo France-Afrique, au tandem France-Afrique. Donc la francophonie concerne tous les États du monde, les différents continents du monde intéressés par cette quête d'un moyen devant accroître la culture et la coopération entre les peuples. Justement, directeur, vous dites qu'au mois de novembre cette année, au Cambodge, va se tenir, si vous voulez bien, donc l'Assemblée générale, donc l'Assemblée générale de la francophonie. Et vous dites en même temps que Mme Djilania Lumumba est la mieux placée pour briguer le poste au secrétaire général de la francophonie. Je l'ai dit dans mon livre que la candidature de la République démocratique du Congo, portée par Mme Djilania, a beaucoup plus de chances de faire l'unanimité au Cambodge. Pourquoi? Mais je vois les qualités présentées par ses prédécesseurs. L'étoffe politique. C'est aussi vrai pour Boutros Ghali, l'Égyptien. L'Égyptien, oui. Oui. Abdou Diouf, le Sénégalais. Michael Jean, le Canadien, le Québécois. Et même l'actuel, la Rwandaise Louise Mushikiwabo. Et Juliana a l'étoffe politique. Juliana a l'expérience de la gestion ministérielle. Vous voyez, donc Juliana a les mêmes qualités que tous ses prédécesseurs. C'est la raison pour laquelle je dis, en tenant compte également du fait que nous sommes le plus grand pays francophone de la planète, il est tout à fait normal que Juliana puisse faire l'unanimité et que sa candidature puisse faire l'unanimité. 140 ans après la langue française en RDC, quelles sont les grandes leçons que nous pouvons tirer? Les grandes leçons Les grandes leçons est que c'est une langue d'ouverture, c'est une langue d'avenir. Et il faudrait que les générations qui viennent puissent également bénéficier de cette langue, étant attendu que c'est la langue d'enseignement. Mais j'insiste sur le fait qu'il nous faut de plus en plus un personnel enseignant qualifié. Avant de terminer, directeur, je vais citer le poète Léopold Senghor qui dit que le français, c'est outil merveilleux trouvé dans les décombres de la colonisation. Oui. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, vous voyez, la colonisation a une image un peu caricaturale. Vous voyez, lorsque nous les Africains particulièrement, nous parlons de la colonisation, nous avons tendance à jeter les bébés avec l'eau du bain. Mais Senghor, lui, considère que à l'occasion de l'accession de notre pays à l'indépendance, il y a quelque chose qu'on doit retenir. C'est la langue française, bien que ce soit la langue du colonisateur. C'est ce que lui appelle le merveilleux outil trouvé dans les décombres de la décolonisation. Et d'ailleurs, François Mitterrand, l'ancien président français, est allé plus loin que toute personne qui s'enferme dans sa langue locale s'enferme dans sa pauvreté. L'idée est fondamentalement le même. Donc on doit s'ouvrir. Et pour s'ouvrir, il faut parler une langue mondialement connue. Directeur, un message avant de nous quitter? Comme je l'ai dit, il y a un phénomène tétamaresque. L'acquisition préscolaire du français, je l'ai dit, je le répète, c'est une opportunité incommensurable. C'est un trésor que nous devons exploiter pédagogiquement pour l'avenir de ces enfants, pour qu'ils aient au moins une langue mondialement connue, aussi bien pour ceux qui vont travailler dans l'administration que ceux qui vont travailler dans les institutions internationales. Amis du savoir, nous voici arrivés à la fin de notre émission entièrement consacrée à l'ouvrage choc et pathétique intitulé
140 ans la langue française en République démocratique du Congo. Le français sera-t-il la langue maternelle de la majorité des enfants à la fin du XXe siècle? Et pour en parler, j'ai recevé M. André Bekanda Bouliki, qui en est l'auteur, ouvrage Paris aux éditions Médiaspol. Quant à moi, il ne reste qu'à vous souhaiter bonne suite des programmes, c'est votre chaîne préférée. Merci de l'attention et à la prochaine. Okay. Merci.